l'environnement animal. La nature est extrêmement présente et les bêtes sont très présentes aussi, dans une description extrêmement juste et extrêmement sensible. Vous avez grandi au contact de la nature, des animaux, ou vous avez fait un travail de documentation par rapport à ça? Enfin, je pense que c'est plutôt la première partie de la réponse, parce que ça se lit dans le livre, ça se voit dans le livre. Oui, j'ai grandi à la campagne, entourée d'animaux, et notamment de chevaux, et bon, voilà, c'est un animal auquel j'étais fort attachée quand j'étais gamine. Et avec qui j'ai pu avoir une relation très très forte. Enfin, on avait des chiens, des chats, tous les animaux. Et c'est vrai que ce livre interroge aussi les rapports de domination qu'on entretient avec le monde vivant et avec le monde animal en particulier, avec ce père chasseur effectivement et son rapport à l'animal. Et ça parle aussi de notre rapport à notre propre animalité, et c'est ce que cette petite fille va découvrir, c'est comment est-ce qu'elle va gérer sa propre animalité, qu'elle va découvrir, que ce soit à travers ses premières sensations érotiques qui commençaient à apparaître, mais aussi que ce soit la gestion de ses émotions, de sa colère, et on se rend compte que voilà, le père est confronté au même problème, sauf que lui, il n'a jamais réussi à les gérer correctement. Et elle, ça va être aussi son apprentissage. Comment est-ce que j'apprivoise l'animal en moi, et est-ce que apprivoiser l'animal en moi, ça n'est pas aussi apprivoiser les animaux, les vrais, ceux qui sont... et apprendre à les respecter, apprendre à avoir un rapport d'empathie avec eux, et justement sortir de ce rapport de domination. C'est aussi un grand roman d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on voit une petite fille quitter, en peignant le plus fort, le monde de l'enfance et devenir, on soupçonne, en passe de devenir une toute jeune femme. Mais c'est aussi, vous l'avez dit il y a quelques secondes, c'est aussi le roman de la naissance du désir. Le désir de son propre corps, mais aussi le désir du corps de l'autre. C'est aussi le roman du désir d'apprendre, le désir de la connaissance. Parce que cette petite fille, elle va très vite comprendre que si elle veut arriver à se libérer, il faut qu'elle accède à la connaissance. Ce qui jusqu'à maintenant n'était pas trop son truc, on va dire. Elle n'est pas très bonne élève, elle s'ennuie plutôt à l'école, mais elle va comprendre que c'est par la connaissance qu'elle va pouvoir maîtriser son destin. C'est donc aussi le roman d'une métamorphose. On la voit changer tout au long du livre. Elle va d'ailleurs, pour ça, se choisir une héroïne qu'elle va essayer de rattraper, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à un moment, elle se rend compte que... Enfin, on lui parle de Marie Curie. Parce que je l'ai pas mise par hasard, je me suis dit, c'est vrai qu'à un moment, elle va avoir besoin de représentation, cette petite, parce qu'à la maison, entre son père violent et sa mère complètement inexistante, elle n'a pas de modèle, et il n'y a rien qui lui dit qu'en tant que femme, elle a le droit d'accéder à la connaissance et à la science. Et donc c'est vrai que là, on va lui parler de Marie Curie, et ça va être une révélation pour elle. Elle va se dire, waouh, mais si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire, et moi aussi j'ai le droit. Et donc c'est vrai qu'on a besoin de symboles, on a besoin d'images, et ça j'en suis persuadée, et donc je voulais lui en donner. Et vous parlez de la naissance du désir. C'est vrai que ça me semblait, forcément, si je raconte l'histoire d'une gamine de ses 10 ans à ses 15 ans, forcément à un moment l'éveil de la sexualité devait être abordé. Et je trouvais ça naturel de ne pas dissocier de l'apprentissage des sciences, enfin, en tout cas de l'apprentissage cérébral. Et elle va découvrir aussi qu'elle est un tout et qu'elle n'est pas obligée de déconnecter son corps de son cerveau, et que les deux fonctionnent en harmonie, et que quelque part, c'est deux vecteurs d'émancipation, la connaissance scientifique et la découverte et l'acceptation de ces sensations érotiques. Ce sont deux choses qui vont lui permettre de se libérer.
j'avais envie de parler du désir féminin, de la violence du désir féminin que souvent dans les représentations soit littéraires, cinématographiques, on a tendance à édulcorer un petit peu, à montrer ça comme quelque chose de doux, de gentil, de tendre, alors que je suis à peu près persuadée, en tout cas pour en avoir l'expérience moi-même à l'adolescence et même après, qu'il est tout aussi puissant que le désir masculin et qu'il a le droit d'être exprimé de cette façon-là. Le rapport à son propre corps et la connaissance, le savoir, sont donc des remparts contre la barbarie. Oui, ça je j'en suis persuadée, oui. Et qu'est-ce qu'on donne aux enfants le rempart à la barbarie aussi, c'est justement ces armes qu'on va pouvoir donner aux enfants, la façon dont on va les accompagner, on ne va pas les accompagner justement, et si on ne les accompagne pas, si on les laisse à leur traumatisme et à leur douleur, effectivement, je pense qu'on perpétue le cycle de la violence aussi. On revient au tout début du livre, il y a un personnage, j'ai du mal à dire personnage, mais il y a un élément dans le livre qui est très important, parce qu'il participe à la perturbation des héros et qu'il est aussi l'élément fondateur de la peur, du rapport au mal et du rapport au malheur, qui est la hyène dont il est question au tout début, qui trône dans cette chambre des cadavres. Que représente-t-elle? C'est une bonne question, mais je ne suis pas sûre d'y avoir complètement répondu après des mois et des mois de promo, et c'est vrai que c'est une question qu'on m'a posée souvent. Je ne sais pas bien, c'est vrai que la petite fille, à partir du moment où elle est confrontée à la mort et à l'horreur, elle va avoir besoin de personnifier ça et d'avoir des croyances. Et donc elle va s'imaginer que la hyène est vivante, en tout cas que le mal vit en elle et que tout vient de là. Et c'est une façon de trouver des explications à ces peurs. Et je crois qu'elle a inventé une religion, quelque part, c'est vraiment ça. Et donc dans la hyène, il y a la mort, il y a la sauvagerie, il y a la violence de son père. Enfin, voilà. Et pour elle, tout vient de cette hyène. Elle a besoin d'un coup de cristalliser tout ça dans un seul événement. Parce que cette hyène contamine aussi, c'est-à-dire qu'elle est, à un moment donné, elle pense que la hyène s'est introduite en quelque sorte dans le cerveau du petit frère de Gilles, et que c'est par elle parce que Gilles va adopter un comportement de plus en plus inquiétant est un faible mot, de plus en plus perturbé, de plus en plus violent aussi, un peu à l'image de ce père qui semble le ramener à lui. Il y a toute une partie du livre où on se dit non, c'est pas possible, il est en train il passe dans le mauvais camp, entre guillemets. Cette hyène, c'est quand même aussi une espèce de mise en abîme de tout ce qui peut représenter le mal sous toutes ses formes, comme si elle était en capacité de rentrer dans tous les cerveaux dans cette maison aussi. Oui, mais elle la voit presque comme ça. Oui, elle la voit presque comme une maladie en fait, et à partir du moment où le système immunitaire psychique de son petit frère est affaibli par le trauma, il n'est plus en capacité de se défendre contre l'invasion de la hyène, et donc la hyène va prendre possession de son cerveau. C'est vraiment comme ça qu'elle le voit, et peut-être que ça correspond un peu à ma façon de voir les choses. Je pense que la maladie mentale n'est peut-être pas si différente que ça des maladies physiques, enfin, les virus, des bactéries. Il y a aussi peut-être une histoire de système immunitaire psychique, et en tout cas elle le voit comme ça. Et je me suis dit que c'était intéressant comme façon de voir les choses. C'était très enfantin, mais peut-être qu'elle a un fond de réalité derrière ça. Une autre question, sans tomber dans un féminisme exacerbé, mais moi j'ai lu aussi ce roman comme un roman du féminin, où le féminin triomphe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? En tout cas, oui, de nouveau, c'était pas une volonté de ma part. Je pense que si j'avais voulu faire un roman féministe, j'aurais fait un truc
maladroit et moralisateur enfin voilà, je pense que ça n'aurait pas marché. Peut-être que c'est justement parce que j'ai pas eu d'intention que le propos passe. C'est vrai que j'ai terminé d'écrire au début de la vague MeToo et donc ça a dû teinter mon écriture. Enfin, je suis même pas sûre que ça ait teinté mon écriture tant que ça. Le truc c'est que c'est vrai que je vais prêter les choses que moi j'ai pu ressentir en étant gamine. Et j'ai eu envie de la faire triompher de ça, mais sans avoir de volonté féministe derrière ça, même si je le suis profondément. Mais quand à un moment elle dit j'admettais qu'un garçon valait mieux qu'une fille et qu'il y avait des domaines auxquels je n'avais pas accès, moi c'est vrai que c'est des choses que j'avais intégrées quand j'étais gamine, parce qu'on m'avait toujours dit qu'un garçon valait mieux qu'une fille et que oui, il y avait des domaines qui m'étaient inaccessibles, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'autre sens. Et je l'avais juste intégré, il n'y avait aucune révolte, il n'y avait aucune colère par rapport à ça. Et je crois que c'est un petit peu le problème auquel on est confronté, c'est que tout ça sont des choses, il y a énormément d'atavisme là derrière, énormément de conditionnement, et du coup de schémas qu'on reproduit, mais sans même y penser, sans même en être conscient. Et je crois que le premier pas, c'est déjà de prendre conscience des mécanismes, de prendre conscience des schémas, sans forcément montrer du doigt un coupable, parce que je pense qu'il n'en a pas. Oui, bien sûr, dans certains cas, mais globalement. Et c'est vrai que je me disais, bah tiens, comment est-ce que cette petite fille échappe à ça? Bah, simplement, elle, parce qu'elle a cette conscience-là, parce qu'elle est très intelligente, enfin, elle-même, parce qu'elle a un peu de chance aussi, elle s'en fout complètement de ce qu'on attendait. Et elle se conforme à rien du tout. Elle a juste un objectif qui est tellement fort, parce qu'elle est tellement pour son petit frère, qui est tellement, et cette souffrance qui est tellement énorme, qu'elle s'autorise n'importe quoi. Et à aucun moment, elle s'interdit. Et donc c'est comme ça qu'elle s'autorise à devenir Marie Curie, parce qu'elle et voilà. Et c'est vrai qu'il y a son père qui va vouloir l'en empêcher, parce que lui, il est la représentation d'un machisme très violent, pour qui, voilà, une femme doit être ramenée à sa fonction domestique et certainement pas devenir une grande intellectuelle. Et elle va même pas entrer en opposition avec ça. Elle va juste s'en foutre et développer des stratégies pour arriver à échapper le mieux possible à ce père qu'elle ne peut de toute façon pas affronter de façon frontale, parce qu'il est beaucoup trop puissant pour elle. Oui, parce que lui, il a une vision totalement binaire du monde. Soit on est un prédateur, soit on est une proie. Et on n'a pas d'autre choix que ces deux éventualités-là. Et elle, ça ne l'intéresse d'être ni l'un ni l'autre. Et en même temps, elle a un comportement de guerrière, c'est-à-dire qu'elle a décidé de ce régime et elle le fera par tous les moyens. Mais effectivement, elle ne tient jamais tête. Elle est beaucoup plus subtile que ça. Et c'est par sa candeur qu'elle est subtile. Elle prend des chemins détournés qui peuvent, à certains épisodes du roman, paraître inefficaces. On se dit, mais elle ne va jamais y arriver, elle se trompe de chemin, et en fait, pas du tout. Et c'est vrai que les chemins qu'elle choisit passent par le savoir, la réhabilitation aussi. Moi, je trouve qu'elle a un regard qui change sur sa mère. Par son comportement, par ses choix, elle la réhabilite. Elle lui donne le droit à une nouvelle existence. Oui, et elle la sauve en quelque part, évidemment. Mais déjà, son premier choix, et je pense que c'est la chose qui la sauve, c'est la décision de se mobiliser. D'aller vers l'extérieur, chercher les réponses dont elle a besoin. Et heureusement, elle va tomber sur des adultes bienveillants, parce que ça, je suis persuadée que seule, elle n'est pas en capacité non plus de se sauver. Elle a énormément de ressources en elle, mais ces ressources-là ne sont pas suffisantes. Elle a besoin d'être aidée. Et le simple fait de sortir de chez elle et de se mobiliser, ça va être le début d'une solution. Et je pense que quels que soient les choix qu'elle fait, cette mobilisation la sauve de toute façon.
Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a cette vision binaire qu'elle refuse complètement parce qu'elle comprend très très tôt que le monde est beaucoup plus complexe que ça et qu'il n'y a pas de réponse simple et il n'y a pas de et on n'est jamais amené à deux choix aussi binaires. Et non, le monde ne se divise pas entre les gagnants, les perdants, les proies, les prédateurs. Elle comprend que voilà, qu'on est beaucoup plus complexe que ça et elle va aller au bout de sa logique. Est-ce que vous voulez bien nous lire un autre passage qui est à peu près au milieu du livre et où une scène où elle s'inquiète beaucoup pour son petit frère dont le comportement devient de plus en plus inquiétant et étrange. Et c'est le moment du retour du père qui est parti faire une partie de chasse en Himalaya. Merci. Elle est super pièce. Si vous voulez en choisir une autre. Non, c'est pas la première fois qu'on la demande, c'est vrai qu'il est dur. Ceux qui n'ont pas encore lu le roman, c'est pas tout le temps juste. L'été suivant est arrivé. L'état de Gilles ne s'était pas amélioré. Le vide de ses yeux s'était peu à peu rempli d'un truc incandescent, pointu et tranchant. Ce qui vivait à l'intérieur de la hyène avait progressivement migré vers la tête de mon petit frère. Une colonie de créatures sauvages s'était installée, se nourrissant des lambeaux de sa cervelle. Cette armée grouillante pullulait, brûlait les forêts primaires et les transformait en paysages noirs et marécageux. Je l'aimais, et j'allais réparer tout ça. Rien ne pourrait m'en empêcher. Même s'il ne jouait plus avec moi, même si son rire était devenu aussi sinistre qu'une pluie acide sur un champ de coquelicots. Je l'aimais comme une mère aime son enfant malade. Son anniversaire, c'était le 26 septembre. J'ai décidé que tout devait être prêt pour ce jour-là. Mon père venait de rentrer d'une partie de chasse dans l'Himalaya. Il avait ramené la tête d'un ours brun qu'il avait accroché sur son mur de trophée. Pour faire de la place, il avait dû retirer quelques bois de serre. La fourrure de l'ours, il l'avait mise sur son canapé et il s'affalait dessus chaque soir pour regarder la télé. Il était parti une vingtaine de jours et nous avions vécu son absence comme un soulagement. Les semaines qui avaient précédé son départ, il avait été nerveux comme jamais. Un soir, nous étions à table et je savais qu'il allait y avoir une colère. Nous le savions tous les quatre. Ça faisait des jours qu'il rentrait du travail en reniflant partout, le muscle tendu, prêt à bondir. À chaque fois, Gilles et moi nous étions réfugiés dans nos chambres, convaincus qu'il allait exploser. Mais ça ne venait pas. Et sa nervosité s'accumulait comme du butin. Ce soir-là, donc, nous étions à table. Chacun mangeait en silence. Nos gestes étaient précis, mesurés. Personne ne voulait être responsable de l'étincelle qui provoquerait l'explosion. Les seuls bruits qui emplissaient la pièce émanaient de mon père, de ses mâchoires entre lesquelles disparaissaient de gros morceaux de viande, de sa respiration courte et rauque. Dans son assiette, les haricots et la purée ressemblaient à deux atomes perdus au milieu d'une mer de sang. Je me forçais à manger pour me fondre dans le décor, mais j'avais les tripes nouées. Je l'observais du coin de l'œil, je guettais l'arrivée du cataclysme. Il a posé ses couverts. Dans un souffle à peine audible, il a dit « C'est ça que tu appelles saignant ?» Ma mère est devenue si blanche qu'on aurait pu penser que tout son sang était parti dans l'assiette de mon père. Elle n'a rien dit. Il n'y avait aucune bonne réponse à cette question. Mon père a insisté. Alors ? Elle a murmuré. Il y a plein de sang dans ton assiette. Entre ses dents, il a grogné. Alors tu es contente de toi. Ma mère a fermé les yeux. On y était. De ses deux poings monstrueux, il a attrapé son assiette et l'a pulvérisée contre la table. Mais pour qui tu te prends, bordel ? Il a saisi ma mère par les cheveux et lui a écrasé le visage dans la purée et les débris de porcelaine. Hein ? Pour qui tu te prends ? Tu crois que t'es qui ? T'es rien. Rien. Ma mère criait de douleur. Elle ne suppliait pas, ne se débattait pas. Elle savait que ça ne servait à rien. De son visage déformé, écrasé par la main de mon père, je ne discernais plus que sa bouche tordue par la terreur. Nous savions tous les trois que cette fois-ci allait être pire que toutes les autres. Gilles et moi, on est restés paralysés sur nos chaises. On n'a pas pensé à monter dans nos chambres. D'habitude, les colères de notre père explosaient après le dîner, jamais pendant.
donc il était rare qu'on en soit spectateur. Il a soulevé la tête de ma mère en la tirant par les cheveux, puis l'a projetée plusieurs fois sur la table, au même endroit, sur le reste de l'assiette. Je ne savais plus si le sang était celui du steak ou celui de ma mère. Puis je me suis rappelé que tout ça n'avait pas d'importance parce que j'allais pouvoir remonter dans le temps et tout effacer, et que tout ça n'existerait plus dans ma nouvelle vie. Quand mon père s'est calmé, j'ai pris Gilles par la main et on est monté dans ma chambre. On s'est caché sous ma couette. Je lui ai raconté qu'on était dans l'œuf d'une autruche et qu'on jouait à cache-cache avec Monica, que tout ça n'était qu'un jeu, juste un jeu. Un jeu. Le surlendemain, notre père est parti chasser dans l'Himalaya et on a pu recommencer à respirer. Avant de laisser la parole au public, je voudrais vous poser deux questions plus techniques. Comment avez-vous écrit le livre? C'est-à-dire que moi, à la lecture, j'ai eu le sentiment qu'au plus on avançait dans l'histoire et au plus les personnages se densifiaient et au plus l'histoire devenait lourde. Les paragraphes augmentaient de volume. On démarre avec des paragraphes assez courts, avec un style très percutant, et puis après on va dans des paragraphes beaucoup plus longs, avec plus de descriptions, avec beaucoup plus de détails. Est-ce que vous avez construit le livre du début jusqu'à la fin, en tirant une espèce de fil rouge, ou est-ce que vous avez écrit des moments que vous avez ensuite rassemblés comme des puzzles ou ordonnés? Comment s'est fait l'écriture du livre?